Dans l'actualité ce soir, pour de meilleures conditions de vie et de travail des agents publics au Burkina, le statut de la fonction publique subit une modification. Plus de distinction entre contractuels et fonctionnaires, création d'une catégorie P. Le Conseil national de la transition vient d'adopter la révision qui consacre cette modification. Dans ce journal, l'explication sur ce qui va changer désormais. Et sur le front social, les syndicats qui invitent le gouvernement à nouer le fil du dialogue rompu de leur avis. Hier, au cours d'une rencontre avec le ministre de la fonction publique et du travail, l'unité d'action syndicale souhaite des mesures urgentes pour éviter les crises qui menacent la paix sociale ici au Faso. Et puis à l'étranger, la Turquie abat un chasseur russe qui aurait violé son espace aérien, réunion d'urgence de l'OTAN et la colère froide de Moscou. Une crise diplomatique en vue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. C'est une injustice que le gouvernement de transition comptait réparer avant de partir. Eh bien, la loi 013 vient de subir une modification. Désormais, il n'y a plus de distinction entre fonctionnaires et contractuels de l'État au Burkina et une harmonisation des revenus salariales. Le Conseil national de la transition vient d'adopter la révision qui consacre cette modification. Le CNT qui adopte également une loi sur la réorganisation de l'autorité supérieure de contrôle d'État. Explication avec Eleonore Ouedraogo. 64 votants ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant statut général de la fonction publique d'État. Une loi qui entend adapter ses dispositions aux exigences de gestion prévisionnelle et de performance des ressources humaines afin d'établir une harmonie et un équilibre entre les pratiques et les dispositions légales et réglementaires. Il s'agit de gommer la distinction entre les contractuels et les fonctionnaires. Donc c'est une innovation qui a été consacrée par la nouvelle loi. Et donc il n'y aura plus cette distinction. Bien sûr, l'administration aura toujours besoin de contractuels, mais il s'agira d'une catégorie résiduelle pour exécuter, je dirais, des travaux de manière temporaire. Et donc cette catégorie-là sera régie par une nouvelle loi qui sera adoptée plus tard. Mais pour le moment, les agents contractuels et qui occupent des emplois permanents et les fonctionnaires ont été tous fondus dans une même catégorie. Donc, du point de vue de la rémunération, il n'y aura plus de distinction. Voilà. Ensuite, il y a une autre innovation importante qui est la consécration, ou du moins la création de la catégorie P, qui va regrouper les agents publics qui ont au moins le bac plus 7. À la suite, le Conseil national de la transition a aussi adopté la loi organique portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de l'autorité supérieure d'État et de lutte contre la corruption. Cette loi introduit des changements importants au niveau de l'ASE qui devient déjà, du point de vue de la dénomination, Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. L'ASE sera désormais ouverte à toute la société, dans la mesure où l'ASE va travailler sous le regard d'un comité d'orientation composé de 9 personnes. Le contrôleur général d'État ne sera plus nommé de manière discrétionnaire par l'exécutif. Il sera nommé après appel à candidature. Avec pour but d'impulser une dynamique à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la loi devra passer devant le Conseil constitutionnel avant d'être promulguée. Une réorganisation de l'ASE qui intervient au moment où s'achève le symposium sur le contrôle public à Ouagadougou. La rencontre de la capitale burkinabé avait pour objectif de mener des réflexions sur une harmonisation des normes de contrôle public avec les standards internationaux. L'une des recommandations de la rencontre de Ouagadougou, c'est la création d'un corps d'inspecteurs dédiés au contrôle public. On fait le point avec Sie Dilaré Yen et Tanga Robert Kafando. Les 3 communications qui ont ponctué les travaux des 2 jours ont porté sur la cartographie et l'état des lieux du contrôle au Burkina Faso, les normes de l'UEMOA et les standards et bonnes pratiques internationales. Des échanges sont nés des recommandations dont la plus forte est la création d'un corps d'inspecteurs. L'idée est la création d'un corps d'inspecteurs dans lequel les gens vont faire carrière, contrairement à la situation que nous avons aujourd'hui, où l'inspection est considérée comme une voie de garage. De la même manière,
nous avons considéré vis-à-vis de l'IGF qu'il faudrait que l'IGF se recentre sur sa fonction initiale et que ce soit la structure faîtière de l'ensemble du contrôle financier, comptable et budgétaire. Pour le Premier ministre Yacouba Isaac Zida, qui a présidé la cérémonie de clôture, le gouvernement prend note. Le rôle et la place des organes de contrôle sont primordiaux dans l'action du gouvernement pour lui permettre d'anticiper et de prévenir les risques éventuels. Mieux, ce contrôle a besoin d'être renforcé, de bénéficier d'une attention particulière, afin que la bonne gouvernance se transforme en culture de bonne gestion dans notre pays. Le Burkina Faso est vu comme un exemple en matière de lutte contre la corruption et si ces propositions s'appliquent, ce sera un nouveau pas vers la bonne gouvernance, selon les termes du symposium. Les prix des denrées de première nécessité pourraient connaître une baisse dans les prochains mois. La première étape du processus a commencé ce 24 novembre à Ouagadougou. Un cadre de concertation regroupe le gouvernement, la société civile et les opérateurs économiques et s'est donné une journée de travail ce mardi pour réfléchir sur les mécanismes à mettre en place afin de faire baisser les prix. On essaie de comprendre ce qui va rapporter tout cela aux consommateurs avec Viviane Tiendrebego et Nongda Kouda. La liste des produits de grande consommation est passée en 2013 de 5 à 19. En première place figurent le riz, les autres céréales, l'huile, le sucre, la farine et le lait. Et selon beaucoup de Burkinabés, réduire les prix de ces denrées reviendrait à améliorer les conditions de vie du plus grand nombre. Plus de 46% de la population étant dans des difficultés, nous croyons et nous espérons que ce cadre de concertation pourra produire quelque chose en faveur de nos groupes cibles. La réduction des prix ne peut pas se faire sans les commerçants. Nous, en tout cas, on est partants. Si le gouvernement prend le décret, il peut baisser les taxes et puis pour que les commerçants, les grossistes qui viennent avec puissent faire ça moins, ça va être intéressant pour tout le monde. Baisser les prix, bon, on peut l'annoncer, mais ce n'est pas toujours évidemment chose aisée. Et quand vous suivez un peu donc le processus de fixation des prix, surtout qu'il y a des produits n'est-ce pas, donc importés, mais il y a des produits similaires qui sont aussi produits n'est-ce pas, donc, sur le territoire national. Donc il s'agit de voir véritablement comment concilier tous ces intérêts. La première rencontre du cadre de concertation tripartite de l'année 2015 doit permettre de discuter des conditions à réunir pour une baisse des prix. Cette discussion-là, c'est vraiment des préliminaires avant d'aboutir certainement à une baisse des prix des produits de grande consommation. Le cadre de concertation tripartite va aussi s'intéresser à la qualité des produits vendus sur le marché. Une baisse des prix qui pourrait satisfaire les syndicats au Burkina, des syndicats qui souhaitent également du gouvernement renouer avec le fil du dialogue social. Ce lundi dans l'après-midi, ils ont rencontré le ministre en charge de la fonction publique et du travail, avec qui ils ont échangé sur les grèves récurrentes dans les ministères et institutions au Burkina. Pour les syndicats, il est impératif de prendre des mesures pour résoudre ces crises qui menacent la paix sociale. Gérard Sommet, Moukundabire. L'Union d'action syndicale s'inquiète du climat peu délétère dans certains ministères et structures administratives. D'où cette interpellation du gouvernement sur les crises et manifestations constatées ça et là. Nous avons les deux yeux où la violation des textes au niveau du monde du travail, de la législation du travail a été flagrante. Ensuite, deuxième niveau de crise au niveau du ministère de la Justice. Et vous voyez que ce ministère est paralysé parce que les greffiers sont en mouvement. Nous avons le ministère de la fonction publique où le SINACIT également est en mouvement. Ce sont les contrôleurs et les inspecteurs du travail. Et nous avons au niveau du ministère des Affaires étrangères un cas de crise également qui est à ce niveau parce que par manque de dialogue. Et il y a aussi le cas des mines, le ministère des Mines. Là aussi, il y a des licenciements autour de 110 licenciements de façon abusive. Donc, il nous appartenait de venir interpeller les autorités par rapport à un certain nombre d'engagements qui ne sont pas mis en œuvre. Ces crises sont, selon les syndicats, en partie imputables au gouvernement qui n'a pas toujours honoré à tous ses engagements. Le dialogue va se poursuivre au niveau de chaque ministère, au niveau de chaque institution, et nous allons suivre de très près pour que les travailleurs, en tout cas, ne soient pas lésés dans leurs droits. Quand on nous dit que le budget ne contient rien, ça passe difficilement parce que les partis politiques qui ont eu 1 milliard, en plus ont eu 300 millions, nous comprenons que la même diligence et les mêmes moyens devaient être trouvés
pour satisfaire aussi les travailleurs. Pour Bassol Mambazier, il n'y aura pas de répit pour le futur locataire du palais de Kossiam tant que les travailleurs auront des problèmes. Et à propos de crise, la colère des travailleurs et populations riveraines de la SN Sosuco à Banfoura dans la Komoué. Ils réclament le départ de la direction de la SN Sosuco qu'ils jugent incapable de satisfaire leurs revendications. Ce mardi, dans la matinée, ils ont exprimé leur mécontentement à travers une marche dans les artères de la ville de Banfoura. Sur place à Banfoura, on fait le point avec Frédéric Etienne Bassenga. Ils battent le pavé pour dénoncer la gestion de leur entreprise, la SN Sosuco. Brandissant des pancartes hostiles à leur direction, les travailleurs et les populations riveraines de cette usine sucrière dans la cité du paysan noir n'avaient qu'un seul mot au cours de cette marche, le départ du premier responsable, et ils sont allés l'exprimer aux autorités régionales. Trop c'est trop. Plus rien ne sera comme avant. La coordination régionale appelle le gouvernement de la transition pour qu'il prenne ses responsabilités face aux problèmes de la SN Sosuco et qu'un signe de solution idoine soit trouvé. Après le gouvernorat, les travailleurs ont sillonné la ville avant de regagner le rond-point du paysan noir, point de départ de la marche. Là encore, ils sont revenus sur leurs revendications principales, qui sont le respect du cahier de charges signé en 1998 lors de la privatisation de la SN Sosuco et le rétablissement du statut particulier qui pour eux passe par le départ de la direction actuelle. Et pour les commerçants du Burkina, pas de colère mais l'espoir avec le fonds de garantie commerciale. La mise en place de ce fonds vise à faciliter l'accès aux prêts et aux fonds propres pour les commerçants. C'est le syndicat national des commerçants qui est à l'origine de l'initiative et ce jeudi, il est allé porter la bonne nouvelle aux commerçants de Pouitenga. Comment va-t-il fonctionner? Élément de réponse avec Lambert Soma. L'accès au crédit pour le développement des activités commerciales est un véritable défi dans notre pays. Le syndicat national des commerçants du Burkina a décidé de prendre le taureau par les cornes en mettant en place le fonds de garantie commerciale. Avec une mise de 20 000 francs CFA et selon la pertinence du projet, les commerçants pourront bénéficier d'un prêt sans garantie d'1 million de francs CFA et plus. Ce fonds est un acte de solidarité des commerçants de tout le Burkina. Nous avons décidé de manière solidaire à s'investir pour mobiliser des ressources qui feront dépôt auprès des banques afin que les banques financent les entreprises qui sont en besoin de financement. Si l'étape de Pouitenga est une réalité, c'est grâce au potentiel qui y existe. Le choix de la localité de Pouitenga est dû à la volonté manifeste des commerçants de Pouitenga qui sont venus vers nous. Et nous avons vu que c'est une commune où vraiment le commerce s'est développé, qui a des infrastructures où les commerçants se battent dans ce domaine. Donc nous avons jugé qu'il était nécessaire de manifester aussi cette volonté. Les échanges qui s'en sont suivis ont permis aux commerçants de Pouitenga de poser leurs préoccupations. Au cours de cette cérémonie, le représentant du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a réaffirmé le soutien du gouvernement à cette initiative. Dans les prochains jours, ce sera au tour des commerçants de Tenkodogo de recevoir des informations sur le fonds de garantie commerciale. Et puis la construction de l'aéroport de Dossin, l'un des ambitieux projets au Burkina Faso à l'horizon 2020, et la MOAD, la maîtrise d'ouvrage chargée de conduire le projet, vient d'achever une rencontre à Zignaré pour valider le schéma d'aménagement de la zone de l'aéroport et de la sphère d'influence. Pour la rencontre, la MOAD a réuni tous les acteurs communaux concernés par le projet. Après la validation, le développement des infrastructures liées au nouvel aéroport pourront être entrepris. Oumar Zombré, Moukounda Biré. L'aéroport du Donsin est à cheval entre la région du centre et celle du plateau central. Il couvre une superficie de 492,54 km². Et pour permettre une gestion efficiente et anticipée des questions liées à la croissance de la sphère d'influence de l'aéroport, les acteurs concernés se réunissent en une session régionale et communale. Il sera essentiellement procédé à l'examen du document qui a été produit par le cabinet d'études
à son évaluation également, parce que là, au sortir de ces réunions, on devrait pouvoir estimer à combien devraient coûter les activités entrant dans le cadre du schéma d'aménagement de l'aéroport et de sa zone d'influence. La validation de ce schéma d'aménagement devra permettre la maîtrise et la gestion de l'espace, le développement des infrastructures et des activités de production, l'accès aux services de base aux habitants et la préservation des ressources naturelles. À terme, ce projet devra améliorer les conditions de vie des populations de la zone d'influence de l'aéroport. Une population qui, selon la maîtrise d'ouvrage, devra passer de plus de 200 000 habitants en 2012 à environ 500 000 à l'horizon 2027. Un mot sur les élections du 29 novembre prochain au Burkina Faso. Le comité interparlementaire de l'UEMOA mobilise environ une quinzaine d'observateurs pour le scrutin de fin novembre. Leur mission consiste à observer le processus électoral depuis le déroulement de la campagne jusqu'à l'après-élection. Le chef de la mission explique à Drissa Serré les attentes de cette mission d'observation. On l'écoute. Non, ce que nous avons constaté à ce jour, tout ce que nous avons rencontré, aussi bien les partis politiques que les candidats présidentiels, tous sont engagés dans ce processus d'élection libre. Et nous avons constaté que la campagne se fait dans un climat très apaisé, dans un climat fraternel. Et notre souhait, c'est que les valeurs démocratiques, les valeurs républicaines prennent le dessus sur toute considération. Nous avons senti ou bien nous avons constaté cet engagement auprès de tous ceux que nous avons pu rencontrer à ce jour. Et nous avons pour mission de faire en sorte que ces engagements, ces valeurs républicaines et démocratiques soient perpétués, soient respectés jusqu'aux élections et après les élections. Et pour la mobilisation de la jeunesse pour ces élections, une association locale basée à Bobo-Dioulasso mobilise les jeunes et il est question de les amener à participer effectivement au vote. Moussa Sanou, sur place à Bobo-Dioulasso. L'AELJ, l'association pour l'épanouissement et le leadership de la jeunesse en communion avec les scolaires et les étudiants, à travers un panel qui porte sur les thèmes de la mobilisation de la jeunesse autour du processus électoral. L'association entend mettre les jeunes de Bobo-Dioulasso face à leurs responsabilités le 29 novembre prochain. Vous convenez avec moi que c'est cette jeunesse-là qui doit se placer au cœur du changement, à travers quand même sa participation de façon responsable et citoyenne au cours de ce processus électoral. L'organisation de ces panels est saluée par les autorités qui pensent qu'une bonne mobilisation des jeunes le 29 novembre prochain permettra de concrétiser leur volonté de changement. Volonté de changement qu'elle a manifestée à l'occasion de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et à l'occasion de la résistance citoyenne à la suite du putsch manqué du 17 septembre 2015. Donc une mobilisation qui permettra à la jeunesse de faire prendre en compte ses aspirations profondes. La jeunesse est donc attendue le 29 novembre prochain. Elle devra porter son choix sur les candidats dont le programme répond le mieux à ses aspirations. Et puis en santé, la Société burkinabé des ORL vient d'achever son 5e congrès où les anomalies de l'oreille, du nez et des sinusites ont été abordées entre spécialistes de la question. Le congrès a été couplé avec la célébration de la Journée mondiale de la surdité. Oumar Zombré, Moukoun Nakro. Les lampions du 5e congrès de la Société burkinabé des ORL, tenu conjointement avec la Journée mondiale de la surdité, se sont éteints. 320 participants venus du Burkina et du reste de l'Afrique y ont pris part. Il s'agissait pour nous de réfléchir surtout sur les cancers ORL et les urgences pharyngo-laryngées. Il s'agissait de réfléchir et de trouver les voies et moyens de prendre en charge efficacement les patients. Et pour mieux prendre en charge les patients souffrant des pathologies des organes auditifs, digestifs et respiratoires, le Congrès a recommandé le relèvement des plateaux techniques, l'intensification de la promotion et de la prise en charge des enfants déficients auditifs et l'application des tests concernant le travail en milieu bruyant. Autour de ce congrès, le ministre de la Santé, le ministre en charge de l'enseignement supérieur et le ministre de la Recherche sont aux côtés des congressistes. C'est-à-dire que chacun des 3 départements, dans le domaine qui lui sera propre, va apporter déjà son appui pour ce qui relève de leurs compétences. Au cours de cette cérémonie de clôture, des attestations provisoires de fin de formation
ont été remises à la deuxième promotion des médecins en ORL entièrement formés au Burkina Faso. Puis les participants se sont donné rendez-vous en 2017 pour le 6e congrès. Un reportage de Moukoun Dabiré et de Oumar Zombré. Et puis l'espoir pour les jeunes malentendants du Burkina, l'Institut des jeunes sourds du Faso, en plus de l'instruction, offre à ses enfants une correction auditive grâce à un système d'appareillage. Kadou Romen qui nous aide à comprendre comment fonctionne cet appareil. Dimanche, toute la journée. À l'instar des autres écoles du Burkina Faso, enseignants et élèves de l'Institut des jeunes sourds du Faso sont également à la tâche pour la réussite de l'année scolaire 2015-2016. Nous sommes ici dans la classe de CM2 avec un effectif de 18 élèves, dont 17 sourds-muets et une malentendante. Cette année, au niveau des effectifs, rien n'est encore arrêté. Mais si je me base un peu sur l'effectif de l'année dernière, on avait une dizaine d'enfants valides entendants et une vingtaine d'enfants malentendants et environ 5 à 7 de déficience intellectuelle. Et puis le reste là, c'était des enfants sourds-muets. Donc l'année dernière, on avait environ un effectif d'environ 115 élèves. Voilà, une centaine de sourds-muets. Pour ce qui est des malentendants, ils bénéficient des consultations offertes par l'Institut. Nous nous sommes chargés de revoir le conduit auditif. Premier, on appelle ça l'autoscopie. Après ça, on reprend l'examen d'audiométrie. Et après l'audiométrie, ici, on prouve que la personne entend selon le degré. Un appareillage aujourd'hui numérisé et qui offre aux patients plus d'avantages que celui analogique. On a plus de confort sonore en portant des appareils numériques. Auparavant, on avait les analogiques, il fallait les régler au tournevis. Là, c'est l'ordinateur qui fait le gros du travail. Nous, on a juste à faire des réglages de commodité pour que le patient se sente. S'il est bien suivi, le patient peut être guéri de son mal. Ces enfants déficients auditifs sont, par exemple, à un stade avancé de guérison. Sans porter de prothèse, ils parviennent à entendre lorsqu'on leur parle fort. Nasser! Oui. Vas-y. Nasser? Nasser? Oui. Bye bye. Bye bye. Tu fais quelle classe? Tu travailles bien? Ici, à l'Institut des jeunes sourds du Faso, les consultations, les suivis, la prothèse sont gratuitement offerts à chaque élève malentendant du centre. Local Rice Farmer Can Feed West Africa est un projet qui réunit des organisations paysannes avec pour mission de stimuler la productivité et la qualité du riz local. Au cours d'un forum organisé dans la ville de Bobo-Dioulasso, partenaires et producteurs de riz se sont penchés sur les défis à relever pour une bonne commercialisation du riz du Burkina. Kadou Romenki. La COPSA, la coopérative de prestation de services agricoles, veut se tailler une bonne place sur le marché national et international. Pour y arriver, elle espère relever un certain nombre de défis, à commencer par le changement de l'appellation riz local. Parce que c'est riz du Burkina et non riz local. Quand on dit local, là, c'est plus ou moins péjoratif. Et puis ensuite, quand on tend à la professionnalisation dans la production, dans l'organisation même de nos structures, pour que demain le riz soit propre et soit sans impureté, et puis carrément que les qualités aussi désirées par les consommateurs soient connues. Et la COPSA peut compter sur l'appui de ses partenaires. C'est un partenariat de longue date et pour un renforcement des capacités, c'est l'idéologie d'intervention de la SNV. Qu'on reste vraiment disposé à les accompagner dans tout ce qui sera comme activité entrant dans le cadre de la commercialisation. Mais l'autre défi qui est là qu'il faut qu'on relève, c'est aussi le défi de la production à grande échelle. Au problème de la production s'ajoutent ceux de la transformation et de la commercialisation. À ce forum de capitalisation des expériences pour la commercialisation du riz, en vue de promouvoir les producteurs,
Il est attendu l'élaboration d'un document de bonne pratique de commercialisation sur toute l'étendue du territoire burkinabé. En culture, les nuits atypiques de Koudougou ont démarré ce week-end autour des thèmes de la culture et de la jeunesse. Pendant une semaine, les festivaliers pourront vivre des spectacles nocturnes de musique et de danse, le tout agrémenté de rues marchandes et d'initiation aux arts pour les enfants. La cérémonie d'ouverture avec Zalissa Sanfo. 23 novembre 2015, l'ENAC, les nuits atypiques de Koudougou ont 20 ans. 2 décennies que l'association Beneb Noma fait des NAC un cadre de brassage culturel. Ce soir, le chef du gouvernement est venu féliciter et encourager cette initiative qu'il juge noble. Nous avons voulu rappeler que la culture est essentielle. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ce que nous avons de plus important, qui est notre culture. Autrement dit, nous ne savons pas d'où nous venons, nous ne savons pas quel est notre passé, et ce qui voudra dire que nous ne savons pas où nous allons. Et en tout cas, nous serons, comme l'a dit quelqu'un, comme un arbre sans racines. Jeunesse et culture. C'est sous ce thème que ce jubilé de porcelaine est célébré. Pourquoi ce thème? Notre jeunesse est en perte de repères. Et la manière de faire et de vivre retient aujourd'hui l'attention de plus d'un. De l'art vestimentaire au comportement, la désolation est parfois totale. Yacouba Isaac Zida a aussi fait un tour ici au village atypique pour découvrir un autre pan de cette culture dont on en parle tant. Et pour lui, il y a toujours quelque chose de nouveau, d'utile à découvrir. Je vous le disais en titre à l'étranger, c'est un incident très grave et ce pour la première fois. Un chasseur russe abattu par l'armée turque. Ankara affirme que l'appareil a violé son espace aérien et Moscou dément formellement une réunion de l'OTAN s'est tenue cet après-midi et on annonce que les 2 pilotes auraient été capturés de sources turques. Un avion chasseur russe a été abattu par l'armée turque ce mardi matin. Ankara affirme que l'appareil a violé son espace aérien. Moscou dit au contraire et affirme pouvoir prouver que son avion, un Sukhoi 24, se trouvait au-dessus de la Syrie quand il a été abattu. Après une certaine confusion quant à la façon dont l'avion a été abattu, la Turquie a confirmé que c'est son aviation qui l'avait fait. La zone que des avions russes sont régulièrement accusés de survoler par les autorités turques est une petite partie de territoire s'avançant en Syrie. Les 2 pilotes ont réussi à s'éjecter et la Turquie pense savoir qu'ils sont en vie. Une opération de sauvetage des 2 pilotes était en cours en début de soirée. La zone où les 2 militaires russes ont atterri en parachute est montagneuse et sauvage et toute la journée, la guerre de la désinformation a fait rage. Ces combattants turkmènes qui combattent les forces de Bachar el-Assad et leurs alliés affirment avoir tué les 2 pilotes. Les pilotes ont été capturés morts, les 2 sont morts. Ils sont en notre possession, nous allons les amener ici. Nous leur avons tiré dessus quand ils étaient en train de descendre en parachute. Ils sont morts en l'air. Et les combattants turkmènes d'exhiber ce qu'ils disent être une pièce d'un parachute russe. Ces derniers jours, les autorités turques ont menacé Moscou à plusieurs reprises d'agir si l'armée russe ne cessait pas ses incursions dans le ciel turc. Et puis on referme ce journal par la revue de presse des quotidiens de ce mardi proposée par Aimé Solange Guigma. Les journaux de ce 24 novembre 2015 tentent un bilan de la couverture médiatique de la campagne électorale. Si le CSC a globalement apprécié le travail des médias pendant cette période, tant dans le contenu que dans l'équilibre de l'information, notre temps note également qu'il a relevé des insuffisances, notamment le taux d'accès des candidats aux médias privés qui est légèrement déséquilibré. Mais c'est sans compter, nous rappelle le journal, avec le dynamisme des uns qui vous sollicitent de façon constante et le silence des autres qui sont aux abonnés absents. D'autres encore snobent les émissions télé ou n'envoient pas leur message de campagne à citoyens. À ce jour, poursuit le journal, des médias traquent encore des candidats pour accéder à leur programme de société. Et avec tout ça, l'on parle de couverture déséquilibrée de la campagne, rétorque le quotidien.
Comment faire face à ces partis et candidats fantômes, se demande-t-il. Si pour notre temps, c'est aux partis politiques de relever le défi, pour le quotidien, c'est plutôt aux autorités de prendre des dispositions pour éviter la présence de plaisantins dans la campagne au lieu de s'en prendre à la presse. En international, les parutions reviennent sur la prise d'otage de l'hôtel Radisson à Bamako. Al-Mourabitoun ou le Front de libération de Massina, le père des comportements meurtriers à l'hôtel Radisson, c'est Kif Kif Bouriko selon Aujourd'hui au Faso. L'observateur Palga, quant à lui, peut admettre que les terroristes se disputent la paternité de ce meurtre de masse, mais que la classe politique malienne elle-même soit partagée au lieu de resserrer les rangs est un comble qui ne fera qu'ajouter au désarroi des Bamakois. C'est tout pour ce soir. Merci pour votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.